une fois que vous avez fait votre examen préliminaire, donc avec tout ce que je viens de vous indiquer, il va falloir rédiger effectivement les objections. Quelques conseils généraux et assez universels, je pense. Effectivement, toujours pareil, il faut consulter ses collègues, il faut essayer que ce soit le plus collectif possible. Pour répondre à la question qui m'a été posée sur le chat, le but du jeu, c'est d'arriver à une solution où tout le monde est d'accord. Donc, la personne qui est en charge de rédiger les notifications, c'est la personne qui assume de notifier ou pas. Donc, si elle veut notifier ou si elle ne veut pas notifier, contrairement à l'avis de ses collègues, elle a la possibilité de le faire. Maintenant, le principe, c'est d'essayer de discuter au maximum pour arriver à une conclusion. Alors, on a un système de gradation. L'examinateur en charge de la notification, s'il n'est pas d'accord sur l'avis de l'examinateur ICE, il consulte l'examinateur de ICE. S'ils sont toujours pas d'accord ensemble, ils peuvent consulter d'autres collègues à eux pour essayer de se mettre d'accord. Et s'ils n'y arrivent pas, à ce moment-là, ils vont faire appel au reference person qui, eux, vont donner l'avis officiel, si vous voulez, du département des opérations de PIO. Et si eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils peuvent faire appel au knowledge circle et au cercle de la connaissance. Normalement, quand on en arrive là, on finit toujours par avoir une solution, tout le monde est d'accord. Il est évident, bien entendu, qu'il arrive qu'on ait à notifier des marques parce qu'on nous demande de les notifier, alors même qu'on n'est pas d'accord pour le faire. C'est tout à fait normal et légitime. Et voilà. Et ce système qui fait qu'à la fin, on arrive quand même à se mettre d'accord et soit on notifie, soit on notifie pas. Sachant qu'à la fin, d'autant plus qu'à la fin, vous avez le système de contrôle interne qui, lui, est souverain et donc peut décider contre l'avis de l'examinateur ce qu'il faut faire. Et là, on n'a pas le choix, on doit suivre leur opinion. Donc voilà, donc c'est vraiment collectif, il faut essayer de consulter. Bon, il y a des cas où c'est extrêmement simple, hein, on le fait tout seul, hein, mais dès qu'il y a vraiment une hésitation, c'est vraiment discuter tous ensemble. Autre cas, c'est important, vérifier s'il existe des cas similaires antérieurs dans l'office et puis voire même dans les autres offices quand on a accès à leur base de données. C'est toujours utile. Le grand conseil sur la rédaction elle-même, il faut toujours être le plus clair et concis possible. J'allais dire, c'est pas forcément un conseil dont on se vante, mais moins on en écrit, mieux on se porte. Parce que plus vous écrivez, plus vous risquez de faire une erreur ou d'ouvrir une possibilité pour le demandeur de contester votre lettre. Donc, il faut être clair, il faut être précis, bien sûr, mais il faut essayer de rester le plus simple possible et le plus concis possible. Ça sert à rien d'écrire beaucoup. En tout cas, le LPO, il faut toujours justifier tout ce qu'on dit. Il faut justifier. Pour la signification du signe, il va falloir justifier avec des extraits de dictionnaire. Si les termes ne sont pas dans le dictionnaire ou ne sont pas utilisés exactement dans le sens du dictionnaire, on peut utiliser là aussi des exemples qu'on trouve dans le commerce sur Internet. Hein. Tout simplement, on fait des captures d'écran pour montrer qu'effectivement, sur Internet, le signe est utilisé d'une certaine façon. Toujours dans les choses qu'il faut, quand on rédige, on essaie de se dire si j'étais le déposant, comment je contesterais ce que j'avance pour essayer de couvrir déjà la plupart des arguments les plus basiques qui permettent de contester. Ça, c'est les conseils généraux. Une notification, là aussi, c'est assez universel parce que pour les différents offices dans le monde entier, ça se structure toujours un peu de la même façon. Bon, vous avez une introduction, c'est un courrier, hein, pas de choses. Vous indiquez bien sûr la marque qui est contestée pour bien savoir de quoi on parle. Toujours indiquer une base légale, c'est-à-dire l'article de loi sur lequel vous allez vous appuyer. Et puis ensuite, il faut indiquer les produits et services qui vont faire l'objet d'une objection. Il faut indiquer quel est le public pertinent. Aujourd'hui, à l'ELPO, vu que ça n'a pas une importance capitale, aujourd'hui, on ne justifie plus totalement au niveau des notifications le public pertinent. On le fait dans les décisions qui suivent. Mais en tout cas, on indique dans les notifications de quel public on va tenir compte. Ensuite, on donne une définition du signe la plus précise possible. Et à partir de cette signification du signe, on va établir le lien avec les produits et services. Et enfin, on n'oublie pas de conclure, savoir si la marque est rejetée partiellement, totalement, et comment le déposant peut nous répondre, ce qu'il peut faire. Ce que je vous propose là, c'est juste de vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec deux exemples. Un troisième, si on a un peu de temps, faut que j'y aille plus vite. Par exemple, la marque Rose, c'est des vrais exemples. Hein. Ils sont un peu modifiés, mais pour la clarté de la chose, c'est des vrais exemples. Donc, vous avez la marque Rose pour ses produits et services-ci. Donc, la première chose, toujours, là, il n'y a pas de difficulté particulière, on définit le public. En l'occurrence, ce sont des produits, je vais essayer d'avancer vite, c'est des produits pour le grand public, donc tout le monde peut est susceptible d'acheter un parfum ou un produit de l'imprimerie, et tout le monde, effectivement, la plupart des gens ont recours à des services d'éducation et des activités sportives. On est bien sur le public grand public. Le terme, c'est vraiment un terme de base
en français et également en allemand, si mes souvenirs sont bons. Ça désigne effectivement soit une fleur, soit l'odeur de cette fleur, soit encore la couleur rose. C'est ça qui intéresse. Donc à partir du moment où on a bien le public, on a bien une signification, donc on peut vérifier produit par produit s'il y a un lien et quel type de lien on a. Donc en l'occurrence, rose pour du parfum, c'est évident. Il existe des parfums à l'odeur de rose qui sont composés avec de la fleur de rose. Même chose pour les bases de parfum, même chose pour les sachets parfumés. Par contre, huile de lavande, huile de jasmin, ça n'a pas de lien avec rose. Par contre, ça c'est intéressant. Est-ce que si on avait le mot rose sur des huiles de lavande ou des huiles de jasmin, qu'est-ce qu'en tant que consommateur on penserait? Est-ce qu'on penserait que c'est de l'huile de rose? Très probablement. Or, ça peut pas être de l'huile de lavande ou de l'huile de jasmin. Donc là, déjà sur la classe 3, on a bien déjà deux motifs différents. On a la marque est descriptive et donc non distinctive pour les 3 premiers produits et elle est trompeuse pour les 2 suivants. Sur les produits de l'imprimerie, ça peut avoir pour thème les roses, aussi bien la fleur que la couleur. Les crayons pour artistes, les décorations en papier, elles peuvent être roses. Les crayons, ça peut être de couleur rose, les décorations, elles peuvent être de couleur rose. Donc c'est descriptif, mais vous voyez, c'est pas descriptif pour exactement la même signification que précédemment. Par contre, almanach, je vois pas beaucoup de lien avec rose. D'ailleurs, ça a été décidé comme ça. Service d'éducation, là, c'est un petit peu plus litigieux, mais on l'a quand même notifié en estimant que c'était des services qui allaient avoir pour sujet les roses, parce que vous avez des services qui vont vous apprendre à cultiver les roses, à les tailler, les couper, les entretenir, etc., etc. Donc, ça peut être le sujet des services d'éducation. Par contre, rien à voir avec les activités sportives. Donc, pour vous donner juste, excusez-moi un instant, je vais vous montrer la notification telle qu'elle est finie. Donc, on va retrouver notre notification. Donc, au début, vous avez les informations générales, une introduction. On explique que l'Office a examiné la marque, elle est tombe sous un motif absolu. La marque en question, c'est bien la marque rose, on lui indique effectivement. Ensuite, on passe à la base juridique de l'opposition. Donc, on va la refuser pour distinctif, pour l'absence de caractère distinctif et caractère descriptif. Donc, c'est l'article 7, paragraphe 1, point B et C. Et on va notifier pour ces produits-là. Donc, c'est bien les produits que je vous ai indiqués tout à l'heure, parfum, base, sachet, produits de l'imprimerie, crayon pour artistes, service d'éducation. Ici, on va lui expliquer pourquoi. Donc, dans le premier paragraphe, vous voyez bien, on lui dit que le consommateur pertinent est de langue allemande et française. Parce qu'on ne précise pas que tel type de public c'est nécessairement le public moyen. Donc, on a bien sur le consommateur moyen de langue allemande et française. Et il comprendra le signe comme étant une plante, désignant une plante, une couleur ou un parfum. On a bien les 3 significations du signe que je justifie ici avec des définitions du dictionnaire en allemand et en français. Ici, vous avez le lien. Donc, dans le cas présent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que 1. Les produits parfumés en classe 3, donc ces 3 produits parfumés, sont préparés à base de rose et sentent la rose, que les crayons et décorations en classe 16 sont de couleur rose, et les produits imprimés et services d'éducation ont pour thème les roses ou la couleur rose. Ça, c'est important, ce paragraphe, je vais revenir un instant. 1, quand on notifie, il faut bien faire le lien produit par produit. Alors, ça devient très compliqué quand on a un nombre incalculable de produits, et du coup, on a une règle chez nous qui fait qu'on peut faire des familles de produits, on peut regrouper les produits ensemble pour ne traiter que, non plus produit par produit, mais famille par famille. On regroupe les produits en fonction tout simplement de la caractéristique qu'ils ont. À partir du moment où ils ont tous la même la caractéristique qui est décrite par le signe est la même, on les regroupe ensemble. Par contre, on indique bien dans la notification, catégorie par catégorie, le lien. Ça, c'est très important. Si on ne fait pas ça, la notification ne fonctionne plus. Et on conclut sur la descriptivité. Donc, effectivement, le signe décrit la composition, rose, l'odeur, c'est l'odeur de rose, la couleur des crayons et des décorations, et encore le sujet des produits et services en cause. Donc là, on a une notification sur la descriptivité qui est correcte. Ensuite, on passe à l'autre motif qui est l'absence de caractère distinctif. Là, on va très vite, puisque dès lors que le signe est descriptif, il est aussi également non distinctif, c'est ce qu'on explique dans ce paragraphe, et de quoi. Et ensuite, on est sur le tromperie, donc c'est le point G, on redonne les produits et services visés, là, il n'y en a plus que 2, et ici, on explique pourquoi c'est trompeur, tout simplement. Et puis là, vous avez la conclusion, donc que la marque, elle sera rejetée pour tous ces services-là, elle sera acceptée pour tous ces produits-là. Le paragraphe-là, il n'est pas obligatoire chez nous, mais on le met systématiquement parce que c'est ce qui est important pour le déposant. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui va être enregistré s'il ne fait rien. Et puis, on l'explique qu'il peut effectivement formuler des observations, mais qu'elles doivent être présentées dans les 2 mois suivants. Voilà. Donc là, vous avez structurellement bien motivé la notification. Voilà un exemple. Si on fait rapidement un deuxième exemple. Deuxième exemple, un tout petit peu plus complexe. La marque s'appelle Acheter pour louer. On voit qu'il y a des éléments figuratifs. Elle a été déposée pour des logiciels, pour des investissements immobiliers, tout un tas de services liés à l'investissement immobilier et aux télécommunications. On reprend. Pour qui sont ces services? Là aussi, des logiciels, ce que je dis, c'est tout le public. On ne va pas prendre en compte particulièrement un
public particulier. Les investissements immobiliers, c'est également tout à chacun. Simplement, on parle de sommes importantes, donc le consommateur, il aura une attention un peu plus élevée, bien entendu, que le consommateur moyen classique. Il va faire plus attention au signe. Donc ça, c'est pour le consommateur. Le signe est en français, donc le consommateur, c'est le consommateur francophone. La signification du signe, ensuite, il faut vraiment parser les choses. Qu'est-ce que veut dire acheter pour louer? C'est tout simple, ça veut dire que vous allez effectivement payer pour obtenir la propriété d'un produit, d'un objet, quel qu'il soit, afin ensuite de le louer. Ça, c'est la partie verbale. Pour l'instant, on n'est que sur la partie verbale. Donc, sur des logiciels, vous allez, si on regarde le lien, sur des logiciels, vous allez avoir, vous trouvez sur le marché, parce qu'il faut faire une petite enquête quand même pour ça, vous trouvez sur le marché énormément de logiciels qui permettent d'acheter des biens, voire des biens immobiliers également. Par ailleurs, vous trouvez aussi tout un tas de formations qui vous expliquent comment acheter, comment investir dans l'immobilier pour le louer et pour gagner des sous en louant votre bien immobilier. Donc, pour des formations, il y a également un lien. Donc, avec les logiciels de formation, vous allez également avoir un lien. Tous les services de la classe 36 consistent à acheter ou à louer des biens immobiliers. Tous. Donc, vous avez un lien absolument direct. Par contre, le service en classe 38, c'est la télécommunication, ce sont des services techniques qui consistent à permettre à des personnes de se connecter soit au téléphone, soit à Internet, etc., etc. Ça n'a pas de lien direct avec acheter pour louer. Donc, sur ce point de vue-là, c'est tout à fait distinctif. Donc, là aussi, je vais vous montrer le résultat final. On parle aussi des éléments figuratifs, excusez-moi, mais je vais le faire directement sur la notification. Donc, on trouve la même structure, une introduction, le signe dont on parle. Ici, c'est une marque qui va être considérée comme non distinctif et descriptif. Donc, vous avez bien l'introduction juridique. Ici, vous allez trouver les produits qu'on a visés. Vous voyez, on n'a pas visé ni les ordinateurs ici, ni les services de télécommunication. On a bien visé que ça. On va lui indiquer que le consommateur pertinent, il est de langue française. Et la définition qu'on a trouvée ici, c'est une invitation, parce que c'est acheter, c'est pas, c'est un verbe. Donc, c'est une invitation à acheter, c'est-à-dire à obtenir un bien. Quand on regarde la définition dans le Larousse, c'est obtenir un bien. Invitation à obtenir un bien dans le but, ça aussi, c'est la définition de pour, de le louer par la suite. Et donc, ici, vous trouvez la justification de la notification, de la signification qu'on a trouvée. Toujours justifier ce qu'on avance, ne jamais rien dire qu'on ne peut pas ensuite prouver. Ensuite, on vous explique le lien. Voilà, dans le cas présent, le consommateur percevra le signe comme l'informant que, et donc là, même chose, on a fait deux catégories différentes. D'un côté, on a mis les logiciels qui ont pour contenu, pour but d'acheter des biens pour les louer ou de se former à acheter intelligemment ces biens pour les louer. Et puis, les services de la 36, eux, leur but, c'est vraiment d'acheter directement les biens ou de les louer, en tout cas pour les louer. Donc, on a bien les deux liens dans les deux catégories différentes, les logiciels d'un côté, les services de l'autre. Ensuite, vous avez la question des éléments figuratifs. Donc, je reviens juste un instant sur le signe pour vous expliquer. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La typographie, c'est une typographie bâton, toute bête, donc on n'en tient pas compte. Vous avez des couleurs quand même très basiques, en haut, qui ont plus une inversion. Tout ça dans une forme géométrique extrêmement simple. C'est un carré avec des traits, qui se séparent bien. Chaque mot apparaît bien clairement. Il n'y a rien dans ces éléments figuratifs qui réellement permettent de distinguer ces produits, ces services, ces produits d'une autre marque qui s'appellerait acheter pour louer également. C'est en plus assez banal pour des applications pour Internet. Alors là, il y a des logiciels, d'avoir une icône carrée. Là, c'est ce que vous trouvez dans la plupart des téléphones avec des couleurs pour essayer de faire remarquer l'application parmi toutes les autres. Tout ça est assez basique, et tout ça est assez simple. Et donc, on va estimer effectivement là-dessus que c'est pas suffisant pour indiquer, pour donner de la distinctivité au signe. Ces éléments-là, ils sont pas distincts, ils sont pas descriptifs en soi. Donc, c'est pas ici dont on va en parler. On va juste noter qu'effectivement, il y a des éléments descriptifs, des éléments figuratifs, excusez-moi, il y a des éléments figuratifs. Donc, effectivement, on met dès lors le consommateur pertinent sous réserve de certains éléments figuratifs et stylisés qu'on décrit, à savoir chaque mot est inscrit l'un au-dessus de l'autre sur le fond de couleur et encadré par un cadre noir. Le signe est malgré tout descriptif. Je finis. Le signe dans son ensemble est en forme carrée. Le signe est malgré tout descriptif parce qu'il fournit une information relative à la destination des services de la classe 36. Ils ont pour but d'acheter pour louer, et à la destination et au sujet des produits de la classe 9, ils ont pour but également d'acheter ou de louer ou de vous apprendre à acheter pour louer. Donc là, vous avez bien le lien. Et effectivement, on vous explique qu'il y a bien des éléments figuratifs, mais que ces éléments figuratifs ne permettent pas de conférer un caractère distinctif aussi. Ici,
on conclut à nouveau, parce que le signe est descriptif, il est également non distinctif, classique, mais là, on va ajouter en expliquant qu'effectivement, ces éléments figuratifs, si on n'en tient pas compte, c'est parce qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas distinctifs. Donc, le signe est descriptif et en plus, il est composé d'éléments non distinctifs. Donc, dans son ensemble, toujours, on tient compte de l'ensemble des éléments du signe, le signe n'est pas distinctif. Ça, c'est ces deux paragraphes qui sont ici. On conclut, le signe est refusé, mais il est refusé que pour certains produits et services, voilà, et il est enregistré pour d'autres, ordinateurs et télécommunications. Et à la fin, il y a toujours une signature. Chez l'occurrence, c'est la signature de l'examinateur. Voilà, j'ai fini ma présentation complète.